Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour votre présence. Donc aujourd'hui, cet après-midi, pendant 1h30, nous allons débattre autour de sortir de la précarité, une exigence à tout âge. Nous avons la chance d'avoir URPS avec nous dans la salle, qui est au fond, je pense, on m'a dit, et qui est dessinateur pour Sud-Ouest et Le Canard enchaîné, et qui, je pense, nous fera l'honneur de mettre en image un petit peu ce qui se passe au niveau de la plénière. Bon, j'avais fait un PowerPoint où j'avais fait quelques images. Je pense que je vais paraître complètement ridicule à côté, donc merci beaucoup. Et puis aujourd'hui, nous avons 4 invités pour parler de ce sujet qui vont se présenter à tour de rôle. Donc, Monsieur Jean-Luc Glaise. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Luc Glaise, je suis président du conseil départemental de la Gironde et donc avec en charge les solidarités humaines, notamment les questions d'autonomie et donc aussi les questions de grand âge. Les vieilles et les vieux, quoi, pour le dire clairement. Bonjour à tous, je m'appelle Marianne Monchamp, je suis directrice de l'OCIRP, c'est une union d'institutions de prévoyance, donc des institutions non lucratives qui s'occupent de prévenir les accidents de la vie afin d'accompagner les personnes qui les subissent. Alors c'est le deuil, c'est la maladie, c'est le fait de devenir orphelin, c'est le fait d'être en situation de handicap, ou d'être aidant d'un proche, ce qui peut aussi compliquer beaucoup le parcours. Et avant de faire ça, j'ai été présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, quand elle est devenue la 5e branche de la sécurité sociale. Et donc, je dirais que c'est un peu l'engagement de toute ma vie, ces questions-là d'autonomie pour les vieilles et pour les vieux. Bonjour, je m'appelle Bosé Christian. Je suis un ancien jeune de 80 ans qui a connu malheureusement le monde de la rue. Et je suis délégué du CRPA. Le CRPA, c'est le Conseil régional des personnes accueillies et accompagnées. Voilà. Bonjour, donc je suis Quentin Brisset, je suis coprésident de la Fédération des acteurs de la solidarité Nouvelle-Aquitaine. Donc la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est une fédération qui réunit les associations qui portent des dispositifs sur 3 domaines d'action. Tout ce qui est dispositif d'accès au logement, au maintien au logement, d'accompagnement aussi des personnes à la rue, l'accueil de personnes en demande d'asile et également l'insertion par l'activité économique. Donc ce qui représente en Nouvelle-Aquitaine 80 associations sur les 12 départements. Merci. Quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, je me suis posé la question de comment on allait animer ça et aborder ça pour que ça soit le plus vivant possible. Et finalement, j'ai pris la décision que je n'allais pas du tout vous parler des 2 millions de personnes âgées qui vivent sous le seuil de pauvreté, de ne pas vous parler des 30% de ménages qui déclarent avoir eu froid cet été et des 75% des ménages âgés qui ont drastiquement restreint leur chauffage pour faire des économies d'énergie, de ne pas vous parler non plus du risque quand on est seul et âgé qui augmente fortement le passage sous le seuil de pauvreté. On est à 20% quand on est seul en dessous du seuil de pauvreté, contre uniquement 6% quand on est en couple. Donc non, je me suis dit je ne vais pas vous parler de tout ça, je voulais vous proposer une autre façon d'aborder le sujet. Et je voulais que ce sujet ne se réduise pas à des statistiques, mais qu'on parle bien des personnes qui vivent au quotidien ces situations, qui sont vous, nous, vos proches, et de toutes ces histoires de vie qui font qu'on en arrive à des situations de précarité. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une personne. C'est une fiction, on est d'accord, même si elle est quand même, je l'ai inventée avec toutes les expériences qu'on peut vivre en CCAS, puisque moi je suis chargée de mission à l'Union départementale des CCAS et CIAS de la Gironde. Et donc nous accueillons bien évidemment beaucoup de personnes âgées dans nos services. Donc je me suis beaucoup inspirée des histoires que les collègues vivent au quotidien. Donc si quelqu'un se reconnaît, c'est vraiment une fiction et toute ressemblance est fortuite, hein, je vous rassure.
Et puis, voilà, donc on va parler de cette situation, et au travers de cette situation, on va essayer tous ensemble de comprendre un petit peu ce qui se passe, quelles sont les causes, quels sont les effets, quelles sont les réponses possibles aux situations de précarité et le lien avec le vieillissement. Ça vous va ? Ok, c'est bon. Je vois, le langage non verbal a l'air assez... C'est bon, on continue alors. Donc je vais vous parler de « Il était une fois Marcel ». Alors, j'ai choisi Marcel parce qu'en fait, c'est le prénom de ma grand-mère. C'est une personne que j'admire énormément et qui m'a beaucoup appris dans ma vie, mais qui a quand même passé une grande partie de sa vie dans la précarité. Voilà, donc je voulais lui faire un petit clin d'œil. Donc, Marcel, en fait, elle a été aide à domicile à temps partiel pendant longtemps. Elle est mariée à son amour de jeunesse, Marcel. Non, je vous promets, Marcel, c'est vraiment le prénom de mon grand-père, son mari. Et Marcel, en fait, elle arrive enfin à la retraite. Ils ont acheté une maison, une grande maison pour élever leurs 2 enfants à la campagne, assez isolée, en plein milieu des bois, très champêtre, c'est très joli. Et donc, ils arrivent à la retraite. Leurs enfants sont partis travailler très loin. Ils ont même leur fils qui est en Argentine et leur fille en région parisienne. Bon, des enfants qui galèrent et qui ont du mal à venir les voir régulièrement. Hein. Le train, ça coûte cher, donc sa fille a du mal à descendre de Paris. Et l'Argentine, bon, je vous dis pas le prix du billet. Donc, quand ils viennent une fois par an, c'est déjà pas mal. Donc ils sont contents, ils sont heureux, ils sont enfin à la retraite, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont quand même des petites retraites. Marcel était ouvrier agricole, on l'a dit, Marcel était aide à domicile à temps partiel, mais bon, la maison est grande, mais ils y ont vécu toute leur vie, donc ils y sont heureux. Et puis 3 ans après, Marcel décède et Marcel donc devient veuve. Et là commence un petit périple, il va falloir demander la pension de réversion. Forcément, maintenant, comment on demande les pensions de réversion ? Tout numérique. Sauf que Marcel, elle ne sait pas du tout servir du numérique. Donc elle galère, elle appelle ses enfants qui galèrent. Bon, enfin, elle réussit à faire sur la plateforme sa demande de réversion. 8 mois après, elle réussit enfin à percevoir la maigre pension de réversion. Mais pendant 8 mois, vous vous doutez bien, elle a vécu qu'avec sa petite retraite. Donc toute l'épargne qu'ils avaient fait avec Marcel a fondu comme neige au soleil. Et puis, la maison, elle commence à être grande, elle est difficile à entretenir. Petit à petit, Marcel commence à avoir des petits soucis de santé, de l'arthrose, elle a du mal à se déplacer. Et puis vient aussi le Covid, où du coup Marcel commence à ne plus voir grand monde parce qu'on ne peut plus sortir, donc elle s'isole. Et puis après le Covid, qu'est-ce qu'il y a eu ? L'inflation, les montées des prix de l'énergie, de l'alimentation. Et Marcel, avec sa petite retraite, elle n'arrive plus à se chauffer. Donc elle a baissé le chauffage au maximum et elle est en manteau tout l'hiver chez elle. Marcel, elle a du mal à s'acheter aussi ce qu'elle a besoin pour se nourrir. Donc, elle prend des produits autant qu'elle peut et elle restreint pour essayer de ne pas trop dépenser. Et puis, petit à petit, elle est de plus en plus isolée. Son médecin traitant est parti à la retraite. 25 km pour trouver un nouveau médecin traitant. Elle a du mal à conduire. Elle va chez le médecin que quand vraiment elle est au bout du rouleau et que c'est indispensable. Donc là, elle néglige sa santé, elle n'arrive plus à aller voir ses amis qui sont trop loin, elle a du mal à manger et à se chauffer. Et donc Marcel, elle arrive à un moment où elle se dit waouh, j'avais pas prévu ça en fait quand je suis partie en retraite, je pensais couler des jours heureux. Bon, ça se passe pas tout à fait comme j'avais prévu. Donc, sur cette première période de sa vie à la retraite, je suis désolée, mais effectivement, Marcel ne va pas avoir la vie rêvée. On risque, je ne voudrais pas qu'on tombe dans le pathos, mais malheureusement, c'est quand même des choses qu'on voit assez régulièrement. Donc, je vous propose maintenant d'intervenir et de nous dire un petit peu par rapport à cette première période de la vie, somme toute assez classique, un petit peu comment on voit un petit peu comment des fois les situations peuvent glisser vers la précarité, tout doucement mais gentiment. Voir un petit peu avec vous quelles peuvent être vos réactions sur les causes, les effets et les réponses peut-être. Merci. Ça c'est le truc honneur aux dames. Bon, allez, d'accord. Ce que je trouve très intéressant dans le cas de Marcel et Marcel, c'est d'identifier le moment où les choses basculent. Dans la question de la précarité,
il y a un avant, il y a des causes, mais qui sont diffuses, qui ne sont pas forcément identifiées, et au fond dont on s'arrange un peu parce que, comme on dit, ça passe. Ça passe. C'est tenable. Et puis, des accidents arrivent qui font qu'on est dans l'intenable. Ça ne tient plus. Et par exemple, le deuil, le décès du conjoint, mais il n'y a pas que ça. Le fait de perdre prématurément son activité, si on remonte avant, voilà. Dans certaines familles, le divorce, la séparation, le fait d'avoir le propriétaire qui veut récupérer le logement et qui brusquement va vous mettre dans la situation de devoir en chercher un autre sans avoir toutes ces garanties qu'on va exiger pour pouvoir obtenir un logement en remplacement de celui qu'on avait. Tous ces éléments-là constituent ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, la crise, c'est-à-dire celle qui fait que les choses basculent. Et l'interpellation, je trouve, que Marcel nous renvoie, mais Jean-Luc Gleyze le dirait mieux que moi, c'est de se dire, mais comment collectivement on va répondre à ce moment de la crise. Tout à l'heure, un peu en aparté, on échangeait avec mon voisin qui me disait que les choses, comment dirais-je, ne peuvent pas qu'être une réponse administrative. Je traduis mal. C'est pas on va remplir un dossier. Bien sûr qu'il faut le remplir, le dossier. Mais en réalité, quand on est au moment de la crise, ce qu'on attend, c'est la réponse. C'est pas le dossier. Alors, ok, la réponse, elle vient du dossier, qui a été bien rempli ou pas bien rempli. Mais je trouve que notre système de protection sociale, en général, il appelle que nous produisions des réponses et pas simplement des chemins pour les réponses. Alors, je préfère même pas voir ce qu'il a fait. C'est quoi ? Bon, je vois pas. Mais alors, puisque c'est comme ça, je passe la parole à Jean-Luc Gleyze. Bon, c'est moi qui aurai le prochain dessin. Moi, je voudrais peut-être revenir quand même sur aussi un angle du sujet un peu plus précis. Alors, évidemment, j'approuve tout à fait ce qu'a dit Marianne à l'instant, mais évoquer notamment la différenciation qui peut exister aussi entre les femmes et les hommes. Et pour autant, je pense qu'on aura des témoignages aussi sur des hommes qui peuvent se trouver en difficulté. Mais l'exemple aide à domicile est intéressant. Bon nombre de femmes ont des métiers à temps partiel, ont ensuite des interruptions dans leur profession liées au fait d'avoir des enfants. Et même s'il existe des mesures un peu correctives lorsqu'on arrive à la retraite sur le rattrapage du fait d'avoir eu les enfants, parce que c'est quand même un peu comme ça que c'est présenté, néanmoins, il y a un différentiel majeur quand même sur la carrière des femmes. Et cette réalité-là, elle s'impose à la situation de Marcel. Moi, je suis d'un secteur rural, très rural, et je connais aussi des femmes qui, autrefois, étaient conjointes d'exploitants agricoles, ou même parfois ont fait des ménages, ici ou là, mais sans même être déclarées. Et sans se poser la question à l'époque du besoin d'être déclaré ou de l'exigence d'être déclaré, et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de grande difficulté parce que le montant de la retraite est largement insuffisant, et pour peu qu'effectivement, soit elles soient déjà seules quand elles arrivent à la retraite, soit qu'il y ait une situation de deuil, elles se retrouvent dans une plus grande difficulté. Généralement, et c'est un peu la description de la situation de Marcel, généralement en plus, c'est le cumul des difficultés. Si on a peu de moyens, on n'est pas forcément dans un logement, pour peu qu'on ne soit pas propriétaire, on n'est pas forcément dans un logement très adapté, très bien isolé. On connaît quand même un certain nombre de situations, y compris dans ce département, de logements indignes. Et donc avec des gens qui ne peuvent pas en plus payer leur chauffage. Donc effectivement, la description est très juste. On baisse le chauffage ou on arrête le chauffage parfois pour essayer d'éviter de le payer, pour peu qu'en plus le système soit électrique et coûteux, mais on voit le prix du gaz aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est un élément, un facteur supplémentaire de la dégradation sociale imposée aux personnes. Et ensuite, il y a également la question de la santé qui était évoquée aussi. Et c'est vrai qu'un des premiers indicateurs de la dégradation sociale, c'est aussi
le soin qu'on n'apporte plus à soi-même parce qu'on n'a plus forcément la possibilité... Qu'est-ce que c'est ? Ça est pas mal. Donc, on n'a pas forcément la possibilité d'assumer les soins qui nous sont nécessaires. Je pense aux soins dentaires, je pense évidemment aux questions des aides auditives, je pense à la vue aussi. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et puis, cette dégradation sociale, elle crée souvent la rupture sociale. Et donc, elle renforce l'isolement. Alors, l'isolement, il existe quelquefois déjà un peu avant. Mais pour le coup, quand on se retrouve dans ces grandes difficultés, l'expression de la solidarité est essentielle. Et je rejoins ce que disait Marianne, c'est-à-dire qu'il peut exister des dossiers à remplir pour obtenir une aide personnalisée à l'autonomie, le département finance l'APA, ou d'autres types d'aides. Mais pour autant, ce qui est très important dans ces moments-là, c'est le sentiment d'avoir une solidarité humaine autour de soi et des gens qui peuvent vous accompagner. Et cela, c'est le fruit souvent des mairies, je parle notamment dans les villages où on peut connaître les personnes qui sont en difficulté et du coup essayer d'accompagner au mieux pour trouver les solutions. Nous, le département, on a nos maisons des solidarités. On reviendra peut-être tout à l'heure sur des questions de comment est-ce qu'on déplace nos services au plus près. Mais il peut y avoir la solidarité des voisines et des voisins, mais le renouvellement des populations fait que ça n'est pas toujours le cas aujourd'hui, que ça devient plus compliqué. Voilà, donc je n'ai pas toutes les solutions, mais je pense que cette question de la solidarité humaine, de l'accompagnement humain est absolument fondamentale, au-delà de l'accès aux droits, qui est déjà un sujet en soi, parce que beaucoup de personnes n'accèdent pas à leurs droits parce qu'elles l'ignorent, parce qu'il est trop compliqué de savoir où frapper et comment solliciter le droit. Et donc on a cet ensemble d'éléments qui contribuent à une dégringolade progressive et qui peut entraîner des situations ensuite catastrophiques. Quand vous m'avez parlé de la réversion, j'ai eu envie de rire. Moi, mon père est décédé. Ma mère a appelé, elle nous a appelé, on est venu. Il fallait faire le dossier pour la réversion. Donc on a fait appel à une assistante sociale qui a fait le dossier, qui a rempli tout le dossier. J'ai été le déposer. Et 6 mois après, ma mère n'avait toujours pas de réponse. Et j'arrive justement, et le facteur avait un courrier, je prends le courrier, et je le tends à ma mère. Dossier incomplet, manque le certificat de décès. Bon. Alors, on ouvre le dossier, on enlève la première feuille, et la deuxième, c'était le certificat de décès. Alors, il y a quelqu'un qui a regardé le dossier. Il y a quelqu'un qui a regardé le dossier. Il y a des personnes qui sont dans certains bureaux. Je ne sais pas pourquoi ils y sont. Quand l'État parle de faire des économies, ben, ils devraient les dégager parce qu'ils sont là pour toucher la paye, mais pas pour faire leur boulot. Excusez-moi. Si je blesse des gens, excusez-moi, mais c'est la vérité. Voilà, moi, je suis venu là pour témoigner de mon vécu, de ce que j'ai subi. Vous voyez ? Voilà, moi, je me suis retrouvé dans la rue à 76 ans. Croyez-moi, vous prenez une drôle de gifle. Je ne vais pas monopoliser, vous m'arrêtez si je suis trop long. Hein. Voilà. Et quand je me suis retrouvé dans cette situation, on m'a dit, tu as été voir une assistante sociale ? Ah oui, parce que l'assistante sociale, c'est une magicienne. Elle vous donne les clés d'un appartement. Non, la pauvre, tout ce qu'elle peut faire, c'est remplir des dossiers. Parce que quand vous êtes dans la rue, vous ne savez pas écrire, vous êtes un bon à rien. Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas faire une demande, vous savez pas, il faut passer par une assistante sociale. Vous voulez un rendez-vous quelque part, il faut aller voir votre travailleur social qui prend rendez-vous pour vous, qui vous dit, tiens, tu as rendez-vous à telle heure, tel jour. Hein? Un jour, on m'a demandé de faire un courrier, et de faire une lettre. J'ai rempli une lettre dans un bureau, puis elle prend ma lettre, elle me dit, mais vous savez écrire ? Quelle question tu m'as demandé si je savais écrire ? Bien sûr que je sais écrire. Voilà. Alors, il y a des choses qui se passent.
je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas marrantes. Si on a un peu le temps, je vous conterai mon histoire qui n'est pas un conte. Mais du coup, ça fait le lien avec le chemin et le parcours de Christian. C'est-à-dire que quand j'ai écouté l'histoire, je me suis dit, mais à quel moment Marcel elle rencontrerait les associations qu'on représente au sein de la fédération? Et en fait, nous, on est vraiment, j'allais dire, on est en bout de chaîne au niveau de l'accompagnement, hébergement, insertion. Vraiment, c'est dans la rue ou quand on va arriver à la rue. Et en fait, je me disais, mais en fait, Marcel, on la rencontrerait peut-être pas. Elle relèverait de ce qu'on appelle le droit commun, l'assistance sociale de secteur, parce que, mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a des ressources familiales. Il y a sa fille qui vient l'aider, il y a un tissu autour d'elle, il y a des moyens qu'elle peut mobiliser et qui permettent d'éviter de glisser justement vers la rue. Et déjà, ça, je pense, c'est un premier élément de compréhension, c'est déjà l'isolement en soi, le fait d'être seul à un moment donné, c'est un facteur de précarité qui fait que le glissement vers la rue, il est accentué. Et nous, c'est quand même une constante un petit peu dans les personnes qu'on rencontre, c'est cette rupture, pour différentes raisons, familiales, pour les situations de personnes âgées, retraitées. Voilà. Et après, ce que je voulais livrer aussi, c'était la question, alors là, en l'occurrence, dans le cadre d'un veuvage, mais la question des décohabitations. Parce que c'est un phénomène qui s'accentue. Certes, il peut y avoir la question du décès du conjoint ou de la conjointe, mais il y a aussi un phénomène qui s'accentue, c'est des séparations tardives. Moi, je suis représentant sur la Fédération des acteurs de la solidarité, et donc à ce titre, moi, je suis directeur d'une association en Charente-Maritime, et donc qui gère des dispositifs d'accompagnement vers le logement. Et par exemple, je prends un exemple sur le pays royannais, on a beaucoup de situations de couples de retraités qui viennent s'installer pour passer une belle retraite, qui ont placé peut-être toutes leurs économies dans l'achat d'une maison qui vaut une certaine valeur parce qu'on est en territoire touristique, et des fois se retrouver seul, sans réseau amical, familial, puisqu'on a déménagé et on se retrouve sur un territoire inconnu, et parfois la confrontation au quotidien elle peut être lourde et elle entraîne des séparations. Puis il y aura plein d'autres raisons. Et là, la décohabitation, ça peut devenir un cauchemar. Parce que la grande maison qu'on avait sur un territoire qui est peut-être avec un foncier onéreux, elle fait que seul, on n'a plus les moyens de se loger. Et on se retrouve avec des personnes qui avaient prévu d'avoir une retraite agréable et qui se retrouvent là d'un seul coup à glisser dans la précarité du jour au lendemain. Et les femmes en sont d'autant plus victimes, puisque généralement dans un couple, sur ces générations-là, la retraite des femmes est plus faible, c'est statistique, en moyenne que celle des hommes. Et donc nous, on voit arriver de plus en plus de personnes âgées sur nos associations dans ce cadre-là, ou aussi dans le cadre d'expulsion locative, puisque aujourd'hui, l'inflation a un effet mécanique d'entamer le pouvoir d'achat, et généralement, certains ménages se disent, à tort, que dans l'équation budgétaire, tant pis, on va rogner sur le loyer. Sauf que, en fait, aujourd'hui, le fait d'être âgé, etc., ça ne protège plus forcément de l'expulsion. Il y a avec les lois Casbarian qui sont arrivées, qui peuvent faciliter les expulsions. Donc moi je dis toujours, si vous ne devez pas payer de facture, payez pas le gaz, payez pas l'eau, payez pas l'électricité, mais surtout payez votre loyer. C'est parce que si on se retrouve à la rue, après, il y a un chemin, c'est un parcours du combattant, parce qu'après, retrouver un logement, les tensions sont telles, et c'est national, il y a des territoires plus tendus que d'autres, mais il y a des tensions telles que la dégringolade est importante. Et se retrouver en rupture de logement, après, ça accentue des facteurs de risque. Le risque de dépendance qui est accentué parce que la santé va s'abîmer plus vite. C'est pas des conditions de vie agréables. Je veux dire, ce qu'on propose comme accueil aux personnes à la rue, aujourd'hui, on n'est pas dans les conditions de vie idéales, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. On les accueille pas en palace 4 étoiles. Et donc, tout ça, c'est des facteurs de risque. Et donc, dans la décohabitation, c'est compliqué. Et d'autant plus, pour conclure, que un des phénomènes aussi, une des difficultés majeures qu'il y a rencontrées, on a vécu en famille, on ne se sépare, on ne se sépare pas. On avait un grand logement qui entraîne des charges. Si on a des revenus modestes, que notre perspective de logement pour équilibrer notre budget, c'est le logement social, avoir un logement adapté à notre ménage, c'est le parcours du combattant. Parce qu'aujourd'hui, le déficit de logement, nous, c'est ce qu'on rencontre, c'est les petits logements, les petits ménages qui ont du mal à trouver un logement. Quand on a une grande famille, il y a des logements vides parce que le parc immobilier, il ne s'est pas transformé en même temps que la société.
Et donc, les petits ménages, ils se retrouvent à attendre d'avoir un logement. Mais comme ils ont déjà un logement, ils sont toujours pas prioritaires parce qu'on loge quelqu'un qui... C'est logique en même temps, hein, on loge quelqu'un qui est à la rue avant de loger quelqu'un qui a déjà un logement. Sauf qu'il y a un déséquilibre qui se crée dans le budget du ménage, qui parfois fait entraîner de la dette et qui peut glisser vers l'expulsion. Donc, on est dans des cercles vicieux. Voilà, et donc c'est ces phénomènes-là qu'on rencontre. Donc après, c'est comment on les enraye, comment on accompagne les ménages, comment on accompagne la transformation du parc. Il y a un enjeu fort sur la crise du logement, on entend beaucoup parler, mais nous, c'est un élément central qu'on souligne, comme il faut travailler là-dessus pour apporter des solutions durables. Merci. Alors, si je devais résumer un petit peu, on voit bien qu'en général... Alors, effectivement, la situation qu'on a dépeint, effectivement, on a surtout répondu autour des causes. On voit bien que on est dans une société où on est un peu des funambules et que on essaie de trouver un équilibre en permanence et que le moindre petit grain de sable qui se met sur notre route peut vite nous faire basculer du côté obscur de la force et qu'effectivement, on tombe très vite, on se relève beaucoup plus difficilement. Il y a aussi cette question de l'accès aux droits et notamment de comment on accède à ces droits. Nous, je sais qu'en CCAS, on est très souvent mobilisés parce qu'on a des publics qui sont en fracture numérique et que la dématérialisation accrue et excessive qui s'est faite en très peu de temps, pour certaines personnes qui ne sont pas habituées au numérique, les dépossède aussi de cette capacité à faire. Et j'entends, notamment dans préserver leur autonomie. Et on a cette question de l'isolement. Effectivement, on voit bien que l'entourage, et on le voit aussi dans l'accompagnement social, plus les personnes ont des piliers, des ressources et de l'entourage, et plus on a de possibilités, et plus on est seul. Et effectivement, plus on se retrouve assez vite en difficulté. Des fois, on peut être entouré, mais pas forcément avec des personnes aussi en capacité de nous aider, parce que la crise ne touche pas que les personnes âgées, mais bien tout le monde. Sur la question des territoires ruraux, il y a aussi la question de la mobilité par rapport à l'isolement, où effectivement se déplacer, ça peut vite devenir compliqué. Moi, ce que je vois aussi, c'est cette question d'un peu parfois de l'inéquité territoriale, où suivant les territoires, on a accès à des services plus ou moins facilement. Et si on veut être un peu moins dans un tableau négatif, je pense quand même que ils sont loin d'être parfaits, mais on a quand même quelques pistes, quelques options pour venir en aide à Marcel, qui existe quand même sur les territoires. Elle n'est pas complètement seule au monde. Soit les moyens que l'on a sont, je pense, de moins en moins importants pour un public de plus en plus important, mais ceci dit, il y a des choses qui se mettent en place, qui évoluent. Est-ce que sur volontairement, j'ai pas parlé des personnes ressources pour Marcel parce que je voulais aussi vous laisser parler de la lueur d'espoir et de la lumière au bout du tunnel pour Marcel. Alors moi, je peux vous donner 3 exemples très concrets qui me semblent aujourd'hui pouvoir à la fois assurer de la prévention. Je pense que la question de la prévention est aussi un sujet assez fondamental. Plus on prévient, moins on se trouve ensuite en situation de difficulté. Je vais vous donner donc trois exemples, donc un sur la prévention et 2 plutôt sur le rapprochement des services et la possibilité de se déplacer. Le premier, ce sont des EHPAD qui mettent en place à l'extérieur de l'EHPAD des pôles ressources. Alors comme ça paraît techno, mais en fait, ce sont des personnes qui vont chercher, stimuler, faire venir des personnes âgées qui se trouvent dans le village, dans les villages alentours, etc., pour leur proposer des activités régulières pour stimuler à la fois sur le plan cognitif, sur le plan de la relation sociale, avec du collectage de mémoire, des travaux qui peuvent être partagés, un peu d'activité physique légère, mais qui néanmoins permettent de se maintenir en forme. Et elles arrivent à créer ainsi, je dis elles parce que le pôle ressources que je connais, ce sont 3 femmes qui s'en occupent, il y a une psychologue notamment à l'intérieur, et qui contribuent à créer progressivement et à faire grossir et activer ce réseau de personnes âgées. Et c'est important parce qu'on voit des personnes qui étaient
relativement isolées, qui reprennent de plus en plus contact, qui reprennent d'abord confiance en elles pour avoir une relation sociale avec d'autres, ce qu'elles avaient un peu perdu. Et puis, il y a toutes les activités qui sont mises en œuvre qui permettent d'accompagner aussi, d'éviter la perte d'autonomie, ou en tout cas de la retarder le plus longtemps possible. Ça, c'est un exemple plutôt sur le volet prévention de l'autonomie. Sur un exemple mobilité, dans le sud du département, ici, un syndicat qui s'appelle Sud Gironde Mobilité vient de mettre en place un réseau de transport public gratuit. Et donc, il permet à tous les publics, mais forcément, les vieilles et les vieux en font partie, il permet à tous les publics de bénéficier à la fois de lignes régulières, à la fois de transport à la demande et même de transport d'utilité sociale. Et ça, c'est essentiel parce que l'action est mise en œuvre depuis un mois à peu près et le succès est hors norme par rapport à ce qui avait été initialement imaginé. C'est-à-dire qu'on avait bien supposé qu'il y aurait une utilisation de ces modes de déplacement gratuits et on se rend compte que l'utilisation est encore plus importante que ce qu'on avait imaginé et que notamment les plus âgés les utilisent désormais alors qu'ils se l'interdisaient précédemment parce qu'il y avait des coûts derrière ou parce que l'organisation aussi n'était peut-être pas opérante avec ce qu'ils attendaient. Et troisième exemple, c'est ce que nous déployons au département, c'est essayer d'amener nos services au plus près dans les villages et notamment dans les villages ruraux qui sont les plus éloignés. C'est ce qu'on appelle les bus en plus qui amènent des personnels départementaux à Saint-Vivienne-Médoc, par exemple, ou dans le nord de la Gironde ou dans le nord du Libournais. Alors pour l'instant, on est sur ces territoires-là, Médoc, Nord-Gironde, Nord-Libournais, mais l'ambition, c'est de répartir sur tout le département. Et là, vous avez des professionnels du département qui viennent. Alors non seulement ils viennent avec leur véhicule, mais on va chercher les personnes à leur domicile pour les amener jusqu'au bus en plus parce qu'elles n'accèdent pas à tel ou tel droit, parce qu'elles ne le connaissent pas, parce qu'elles n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et donc c'est aussi tout le réseau citoyen, amical, de voisins autour de la personne qui est mobilisé. Rappelons-nous toujours, on parle beaucoup quand on parle de ces téléphones, et on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais le premier réseau social, c'est l'humain. C'est la relation humaine qui est le premier réseau social. Et mobiliser des personnes à repérer quelqu'un qui est trop éloigné, qui n'accède pas à un droit, et faire en sorte de pouvoir la faire venir jusqu'au bus en plus pour qu'on puisse l'accompagner. Et là, justement, qu'on n'ait pas cette difficulté seule c'est remplir un dossier. Mais ce n'est pas que ça, c'est effectivement essayer d'identifier qu'au-delà du dossier qu'elle vient de remplir, quels sont tous les problèmes que rencontre la personne et comment on peut ensuite l'aider à trouver l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir l'accompagner. Il ne faut pas que ce soit les personnes qui s'adaptent à un système et qui soient obligées de trouver les solutions dans ce système pour répondre à leurs problèmes. Il faut que le système, lui, s'adapte à la personne et qu'on puisse apporter la totalité des réponses sur des situations données. Et donc ça, c'est un enjeu. Je ne vous dis pas que c'est miraculeux là non plus et que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, c'est vraiment l'ambition qui est portée, à tel point d'ailleurs que l'Agence régionale de santé a adossé à ces bus en plus des personnels médicaux, donc relevant du sanitaire, pour apporter aussi tout un accompagnement dans ce cadre-là. Donc voilà 3 exemples au moins qui me semblent pouvoir positiver un peu les réponses que l'on peut essayer d'apporter. Ce que Jean-Luc Glaise vient de dire, c'est très important. En fait, on se rend compte qu'on a organisé nos systèmes de protection sociale sur la base de catégories, avec des réponses qui sont des réponses en silo. Et en fait, ce sont les personnes elles-mêmes qui essaient de se mouvoir là-dedans pour essayer de s'en sortir et trouver des solutions. Et dès qu'on est un peu moins bien ou que la crise est là, celle que nous évoquions tout à l'heure à propos de Marcel, alors là, pour le coup, on n'arrive plus du tout à faire tout seul ce travail-là. Et c'est pour ça que moi, je crois profondément, et ce sont des travaux qui sont réalisés ici en Gironde, à l'initiative du conseil départemental et en lien avec les collectivités locales, c'est d'arriver au fond, si vous voulez, à partir de ces histoires de vie pour pouvoir fabriquer des réponses en protection sociale. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est dans la rue. C'est pas une catégorie être dans la rue, c'est une situation. Et une situation extrêmement précaire, j'oserais dire dangereuse. Mais une personne qui est dans la rue,
et qui a été amené à être dans la rue à cause, j'ai envie de dire, de problèmes matériels qui se sont enchaînés. Ça n'est pas tout à fait la même chose qu'une personne qui est dans la rue avec une schizophrénie, ou avec une pathologie psychique. Parce que dans un cas, la priorité, c'est rapidement l'hébergement, rapidement le minimum de moyens pour pouvoir tenir dans un environnement sécurisé, et ça, c'est le logement d'abord. Dans l'autre cas, c'est le soin d'abord. Et si vous voulez, on ne peut pas dire ces figures imposées pour tout le monde. Et la complexité, c'est que nous avons des organisations de protection sociale, vous voyez, qui se sont construites sur des catégories. Alors c'est l'âge, c'est la situation de famille, c'est l'état, enfin bref. En réalité, il faut repartir de la personne avec des organisations qui sont suffisamment ouvertes pour pouvoir fabriquer les réponses. Mais c'est là qu'on voit la formidable utilité de tout le tissu associatif. La collectivité locale, le tissu associatif, le réseau de proximité, c'est ce qui va permettre de toucher la personne dans sa spécificité. Parce que, pardon, il faut arrêter de catégoriser les gens. La personne, c'est d'abord une personne, accessoirement un citoyen, et qui doit pouvoir, en plus des difficultés qu'elle doit traiter, rester ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un citoyen à part entière, avec sa capacité d'expression, ses opinions, et j'oserais dire ses préférences, ses aspirations. Parce que dans la grande précarité, il n'y a plus de place pour les aspirations, il n'y a plus de place pour les préférences. On est en mode survie. Et c'est là, très clairement, que toutes ces expériences, toutes ces expérimentations hyper locales sont la solution pour, à mon avis, retrouver la personne et fabriquer la réponse à partir d'elle et pas l'inverse. Ça illustre ce que disait Jean-Luc. C'est la raison pour laquelle il faut faire les choses avec nous et pas sans nous. Je crois même que c'est le slogan de ce contre-salon, que je ne me trompe pas. Voilà. Je vais essayer de rien pour les vieux sans les vieux. Et j'essaie de faire le lien et faire une passe décisive à Christian, parce que justement c'est l'objet de la participation, la participation des personnes concernées. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. Au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité, on a essayé d'accompagner justement le développement de cette parole. Donc, il y a des personnes concernées dans notre conseil d'administration déjà, pour justement nous aider à élaborer. On essaye d'appuyer pour contribuer à ce que les politiques publiques changent. Et donc, on essaye de nos plaidoyers de les construire avec les personnes concernées. Et on a essayé et réussi sur certains territoires à faire en sorte qu'il y ait des CRPA qui émergent, et dont tu fais partie. Et donc ça, c'est une belle expérimentation qui permet de donner la parole et de contribuer aux politiques publiques. Peut-être on peut en dire un mot sur ce que ça permet et ce qui est mis au travail. Moi, quand j'ai connu le CRPA, c'est un travailleur social qui m'a amené. Et il demandait, quand j'ai assisté à cette plénière, et il cherchait des candidats pour être élu délégué. Donc j'ai fait ma campagne électorale et j'ai été élu. Et à partir de ce jour-là, parce que par là où j'étais tombé, je vais vous dire, j'étais plus rien. J'existais pas. J'avais perdu mon identité, j'avais perdu ma fierté, j'avais tout perdu. Et là, aujourd'hui, j'ai retrouvé ma fierté d'homme. Je me sens utile. Je rends audible la voix les invisibles. Et je suis fier de ça. Voilà. Et on organise des plénières sur des thèmes, on en fait 4 par an. Le 30, on a une plénière à Bayonne sur l'accès au droit. Parce que là aussi, c'est bien beau, mais quand on n'a pas de domiciliation, qui on est? Ben on n'est personne. Ah, vous avez des recours? Oui, comment? Avec quel argent? Où je vais prendre un avocat? J'ai pas droit à l'aide judiciaire.
j'ai pas de domiciliation. Voilà. Oui, mais il y a des assistants, il y a des associations qui s'occupent. Oui, mais où elle est? Il n'y a pas le guide des associations qui, il n'existe pas. Vous voyez, comme le guide des routards. Il faudrait le faire. Ce serait pas mal. Voilà. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un petit temps avant de continuer pour éventuellement répondre à vos questions, vos remarques, si certains veulent prendre la parole. Ok. Alors, je crois. Est-ce qu'il y a un micro pour circuler dans la salle ou pas? Alors, j'ai zappé ce côté intendance. Je suis désolée. Ok. Pour les personnes qui interviennent, vu qu'on est quand même timé et qu'on n'a qu'1h30 à passer ensemble, je vous remercie d'avance d'essayer d'être synthétique et efficace, mais quand même de prendre la parole. Là, il y avait le monsieur qui avait... Ou la dame. On fait honneur aux dames. Ça ne vous dérange pas, monsieur? Merci. C'est complètement en lien avec ce que vous venez de dire. Et il me semble que c'est un de mes rôles, c'est de témoigner. Là d'où je viens à Caen, on est en train de monter une conférence gesticulée sur comment vieillir et on essaie de le faire. C'est un tiers-lieu et on travaille avec vraiment tous les publics dans le tiers-lieu. C'est-à-dire on a des gens un peu bobos comme nous, mais on a aussi des gens dans le quartier qui sont vraiment en difficulté. Et moi, j'anime des ateliers écriture avec ces gens-là. Et la grosse surprise, c'est que tous les thèmes que j'amène, les gens les détournent pour écrire sur leurs difficultés de vie à eux, petit à petit. Au début, c'est comme vous dites, hein, c'est « j'y crois pas, j'ai pas confiance ». De toute façon, tout est maintenant numérique, administratif, et personne, finalement, au bout du compte, ne nous aide vraiment. Et puis, petit à petit, quand tout ça sort, au bout d'un moment, c'est aussi retrouver la parole, donc à travers la parole une confiance, parce que je crois que la parole est centrale là-dedans, et quand on a retrouvé ça, oser dire ce qui ne va pas, ce qu'on veut, ce qu'on revendique, alors qu'avant on n'y croyait plus. Et c'est retrouver, je pense vraiment que le cœur de ça, c'est retrouver la confiance et trouver des gens qui vous autorisent à ça, qui vous autorisent à dire rien ne répond à ce que je vis et à ce que je demande. Voilà. Je veux bien rebondir sur l'intervention de madame. Est-ce que je pense que ça fait aussi, et c'est un changement qui est en cours et qui est important. On le disait tout à l'heure avec le témoignage de Christian qui disait, en fait, il faut toujours passer par un tiers pour aller chercher quand on tombe dans la précarité, quand on veut aller chercher, remplir un dossier. Moi, j'ai un exemple pour faire une demande de logement accompagné ou d'hébergement quand on est en grande précarité. La plateforme qui le permet de l'enregistrer, elle n'est accessible qu'à des travailleurs sociaux. Donc, c'est-à-dire que vous êtes une personne concernée, vous ne pouvez pas le faire. Donc, je plaide, j'en profite, c'est filmé, si jamais quelqu'un au niveau du gouvernement regarde, il faut ouvrir le SIAO, Service Intégré d'Accueil d'Orientation, pour que les gens puissent saisir eux-mêmes leurs demandes. Et donc, c'est en fait, et après, dans toutes les instances, je le vois beaucoup, sur la question du logement, de l'accès au logement, à l'autonomie, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas des professionnels du social, et même les professionnels du social n'ont pas toujours des postures adaptées. Dans certains parcours, on peut l'entendre des fois. Et en fait, on est toujours ramené à un jugement dans ces parcours. Et c'est ce que vous dites, en fait, cette violence, le stigmate qui est posé sur les gens au quotidien. Et ça, c'est un vrai levier, c'est vraiment quelque chose qui ramène vers le fond au quotidien. Et la posture du non-jugement auprès des personnes qui sont concernées par la précarité, elle est prépondérante. Et ça s'applique aux travailleurs sociaux aussi, hein, parce que dans le travail social, on essaye d'incarner cette posture. Ça ne veut pas dire qu'on est exemplaire. Donc des fois, il faut qu'on soit capable de s'interroger nous-mêmes sur nos propres pratiques, sur nos propres organisations, sur les propres systèmes qu'on pose. Hein. Et donc on essaye de le faire, je vous le garantis. Je ne dis pas qu'on le réussit à tous les coups, il faut être humble. Mais cette démarche-là, il faut qu'on la pose à tous les étages, et à tous les systèmes et dans tous les espaces de décision. Combien de fois j'ai entendu sur des personnes qui, dans des cas où on veut éviter l'expulsion, la personne est de mauvaise foi. Mais ce n'est pas le sujet. Peu importe. Ce qui compte, c'est est-ce que la personne, si on va au-devant d'elle, on est capable de construire une solution pérenne. Parce que qu'elle soit de mauvaise foi ou pas, les difficultés qu'elle rencontre, on va les déplacer, c'est tout. Donc le sujet, c'est ça, c'est d'arriver à bouger le regard. Et ça, je pense que c'est central si on veut que les gens reprennent du pouvoir d'agir.
Oui, moi je voulais intervenir après Monsieur le Président qui a parlé d'humain, l'humain. Eh bien, je pense qu'on est dans un état de droit. Et ça fait 40 ans, n'est-ce pas, plus de 40 ans, que malheureusement, l'état de droit, il est loin. Je vais vous dire, moi je suis passé par les prud'hommes fin des années 70. Vous savez, il y avait le chef du personnel. Et alors ça a changé de nom et c'est devenu le directeur ou directrice des ressources humaines. Eh bien alors là, je peux vous dire que depuis 45 ans, ce n'est pas les ressources humaines, c'est la désalarisation qu'on a connue. Quand vous pensez que les droits aujourd'hui au travail, mais c'est une catastrophe sur les conventions collectives, etc. Moi, je suis un spécialiste du droit et j'ai été formé à la base, vous savez. Mais ça fait 45 ans bientôt. Et on a voté en 2005, rappelez-vous, en 2005, l'Europe sociale. On nous a fait voter la deuxième fois pour changer, effectivement, le marché. C'est le marché qui mène tout, voilà. Vous voyez, à quelques semaines d'intervalle, un vote qui avait dit non, et après, le vote, il a dit oui. Mais on est dans quoi aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe par rapport non seulement à un président de la République, les droits, c'est pour tout le monde, les droits. Et là, c'est grave. Moi, je peux vous dire que c'est grave. Parce que j'en vois tous les jours. Vous savez, c'est pas que le président a déclaré « Ah là là, l'année prochaine, il venait d'être élu, les gens dans la rue, il n'y en aura plus. » Vous savez, moi, je voyage dans toute la France. Et là, je suis content parce que ce matin, j'aurais voulu intervenir dans les ateliers, mais manque de chance, tout est complet, etc. Ça fait rien. Ça prouve le succès, effectivement, de l'enclave. Je veux dire, par rapport à la situation, à l'horizontale demain, dans tous les départements et partout, ça va monter en puissance, je peux vous l'affirmer. Parce que c'est ça, d'être militant. Merci. Une réaction? Alors, j'ai bien compris qu'il y avait un représentant élu ici dans la salle et que c'était moi-même. Et donc, je peux aussi recevoir l'ensemble des attentes et des revendications. Il n'y a pas de problème. En plus, sur un bon nombre de sujets, je pense qu'on se rejoint sur l'analyse que vous effectuez. Après, tout doit s'articuler entre les niveaux de responsabilité des uns et des autres. Pour revenir sur la question de la parole, de la manière de recueillir la parole et de la question de l'accès au droit. Nous avons construit, nous, au département de la Gironde, un plan qui s'appelle Gironde Inclusive, qui concerne les personnes en situation de handicap. La seule commande que j'ai donnée ce jour-là, quand on a commencé la démarche, c'est « Nous, élus, nous ne sommes pas sachants. Les services du département ne sont pas sachants. Les seuls qui savent parler du handicap, ce sont les personnes en situation de handicap. » Et donc, ce qui a été fait, c'est que nous avons réuni 200 à 250 personnes en situation de handicap et un certain nombre d'associations en leur disant s'il fallait mettre en place des actions pour améliorer votre vie quotidienne, c'est à vous à nous dire ce que nous devons faire et ce n'est pas nous à écrire ce que nous allons faire pour vous. Typiquement, ce que vous dites tout à l'heure, pas pour nous, sans nous. Et donc, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, le monde du handicap dit la même chose aussi, hein. Et donc cette question du recueil de la parole, elle me paraît fondamentale. C'est ce qu'on appelle, terme techno, expertise d'usage, mais en gros, comment celles et ceux auxquels on adresse une politique publique sont ceux qui expriment ce qu'ils attendent de cette politique publique pour qu'on l'ajuste à leur attention. Là encore aussi, restons très humbles, rien n'est absolument parfait partout. Mais malgré tout, écouter cette parole, elle est essentielle. On a même procéder à la réécriture de certains courriers de la maison départementale des personnes handicapées parce que je me suis moi-même trouvé dans une situation extrêmement désagréable. C'est quelqu'un qui vient à une de mes permanences en situation de handicap et qui me dit « Monsieur le Président, j'ai reçu un courrier que vous avez signé, mais je ne comprends pas ce qui est écrit dessus. » Alors le courrier est évidemment signé numériquement parce que je ne peux pas signer tous les courriers qui sont adressés à tous les citoyens de Gironde. Mais quand j'ai lu le courrier, j'étais infoutu d'expliquer à la personne pourquoi on lui disait non.
Alors, il avait bien compris qu'on lui disait non, mais je n'étais pas capable d'expliquer pourquoi, parce que la manière dont les choses étaient rédigées était tellement technico-administrative que c'était impossible de comprendre et de savoir la raison. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un groupe de personnes en situation de handicap. On a pris également nos agents pour être certains de sécuriser dans l'écrit, mais pour faire en sorte que la manière dont les choses sont rédigées soit compréhensible pour toutes et tous. On peut encore aller plus loin, à mon avis, et encore améliorer les choses, mais c'est aussi comme ça que l'accès au droit est facilité, et surtout que la dignité, le respect dû par les administrations, pour le dire de façon globale, démontrera justement que nous sommes plus attentifs à l'humain, et je vous ai entendu et je vous rejoins là-dessus, et non pas simplement une machine, une mécanique qui répond froidement à celles et ceux qui en ont besoin. Merci. Parce que je suis sûre que vous êtes impatient de savoir ce qui va arriver, Marcel. Ensuite, si vous souhaitez, on peut prendre encore une dernière intervention. Je crois qu'il y a... voilà, mais monsieur. Après, on aura encore un temps d'échange après la suite de la vie de Marcel. Vous inquiétez pas, on aura encore un temps d'échange avec vous sur ces sujets-là. Oui, bonjour, je voudrais prendre la parole. Moi, je suis élu d'une petite collectivité. Je voudrais apporter ici mon témoignage. Je suis aussi vice-président d'un CCS. Et à ce titre, et par rapport à la précarité, on a demandé, nous, d'avoir le label France Service qui nous a été refusé par le département. Je ne donnerai pas le numéro du département par voilà, discrétion. Et la réponse nous a été faite qu'il y avait suffisamment de labels France Service sur nos départements pour en créer un nouveau. Nous, sur notre territoire rural, on est à plus de 20% au niveau de la précarité, pardon. La population est de plus de 45% des plus de 65 ans, avec les difficultés qui en découlent. Ça, c'est un premier témoignage. Deuxième témoignage, c'est par rapport aux travailleurs sociaux et notamment les assistantes sociales. Là aussi, un témoignage sur notre territoire. Là où hier, on avait 3 assistantes sociales représentant la CAF, pour des raisons budgétaires, on a réduit à 1 assistante sociale sur le territoire. Autant vous dire, avec les chiffres que je vous ai donnés précédemment, elle ne peut pas faire à elle toute seule le travail de 3 et encore moins de 5. Voilà. Donc, si on veut lutter contre la précarité, il faut aussi savoir se donner les moyens de ses ambitions et redonner des valeurs aux professionnels du terrain. Et c'est vrai qu'on fait des beaux chiffres, des beaux tableaux Excel. On a créé des postes dans certaines administrations pour faire justement ces belles statistiques, mais au détriment du travail sur le territoire. Et c'est l'équivalent. Je siège aussi au conseil de surveillance d'un hôpital rural et on a diminué les heures d'agents hospitaliers auprès des malades pour accroître des postes administratifs. Donc, il y a quelque chose d'incompréhensible et j'espère avoir une réponse aux prochaines élections, peut-être en 2027. Merci à vous. Merci. On va garder le suspense. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à quand même la suite de l'histoire de Marcel. Je suis sûre que vous êtes super impatients. Bien que, malheureusement pour Marcel, tout ne va pas se passer exactement comme elle l'aurait souhaité, puisqu'un jour, en sortant de sa baignoire, elle glisse. Elle tombe, elle reste des heures par terre, elle arrive tant bien que mal à appeler avec son téléphone les secours et suite à ça, elle est hospitalisée, forcément, fracture du col du fémur, bon, un grand classique quand même, mais au-delà des répercussions physiques qui vont amener chez Marcel un état de dépendance et une difficulté dans les gestes de la vie quotidienne, ce qui va marquer Marcel aussi, c'est cette insécurité qu'elle va ressentir en rentrant chez elle, parce que elle a vécu des heures allongée par terre et qu'elle s'est sentie seule, en difficulté pour appeler à l'aide. Et quand elle rentre chez elle, alors on lui conseille d'avoir des aides à domicile, bien évidemment, sauf que dans le territoire où elle est, pas de chance pour Marcel, ça prend un temps certain pour arriver à avoir du personnel disponible, à la fois parce que il n'y a pas des services, on le sait, hein, le rural parfois est très coûteux pour ce genre de service, donc ça nature
n'attire pas pléthore de services d'aide à domicile. Heureusement qu'il y a la fonction publique souvent, mais il n'empêche qu'il faut aussi trouver des professionnels pour être aide à domicile. Et on le sait, à l'heure actuelle, les métiers du lien sont en grave crise et on a beaucoup de mal à trouver des personnes qui veuillent bien réaliser ces métiers-là. Donc Marcel, elle attend. Elle attend son aide à domicile, elle attend qu'enfin on puisse venir faire son évaluation, qu'on l'aide à trouver les moyens de financer et qu'il y ait enfin du personnel. Sauf qu'en attendant, plus elle attend et plus Marcel, elle se sent très très mal. Elle a peur, elle n'ose plus rien faire, elle bouge plus. Ses enfants forcément paniquent, puisqu'ils l'ont quand même au téléphone, même s'il ne vient pas la voir souvent, et finissent par convaincre Marcel de quitter son logement, sa maison qu'elle a acquis avec son mari, dans lequel elle a tous ses souvenirs, elle a élevé ses enfants. Bah oui, voilà, maintenant il est temps, il va falloir la quitter parce qu'elle ne peut plus rester et vivre en sécurité dignement dans cette maison. Donc Marcel, elle cherche un logement qui puisse être adapté à sa situation et ses enfants lui disent, à ce qui paraît, il y a des résidences autonomie. Oui, super. Sauf que Marcel, elle se renseigne et autour de chez elle, il n'y a pas de résidence autonomie. La première résidence autonomie, elle est à des dizaines et dizaines de kilomètres et ça veut dire la déraciner de son petit village où elle a toujours vécu. Par contre, sur le territoire, on a une résidence senior. Alors, différence. Résidence autonomie gérée par des services publics, résidence senior privé lucratif. Donc forcément, les tarifs, vous doutez bien, ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais Marcel, elle se dit, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas rester chez moi. Donc, elle accepte de rentrer dans cette résidence senior et puis elle se dit, je vais arrêter ma mutuelle. Bon, en même temps, je suis à 100% pour certains problèmes, j'ai peut-être pas besoin de mutuelle. Puis, je vais faire des économies sur le repas. L'important, c'est que je sois en sécurité. Finalement, Marcel, elle rentre dans la résidence senior et puis elle a beau faire des efforts, elle a beau tout arrêter, Marcel finalement elle peut même plus aller manger au restaurant foyer de la résidence parce que de toute façon même à 3 € ou à 4-5 € le repas est trop cher, elle sort plus, elle ose même plus participer aux activités déjà parce qu'elles sont payantes, mais qu'au-delà de ça elle a honte Marcel d'être en difficulté, elle a plus forcément envie d'aller vers les autres. Et puis, petit à petit, financièrement, elle creuse. Elle avait déjà plus trop d'épargne, mais alors là, c'est les découvertes, c'est les relances, c'est les huissiers. Et donc, au final, Marcel, elle se dit, je vais être obligée de partir, mais pour aller où ? Et là, 2 options. Marcel peut tout à fait se retrouver à la rue comme vous l'avez vécu. Et effectivement, du jour au lendemain, elle peut, à un moment donné, se dire voilà, qu'est-ce que je fais, où je vais, à qui je m'adresse et comment je rebondis. Ou éventuellement, elle peut solliciter ses enfants. Mais est-ce que Marcel a vraiment envie de déménager, d'aller à Paris, en Argentine ? Non, je ne suis pas sûre. Donc voilà, Marcel, à ce moment-là, elle se dit... Quand je travaillais, que je pensais à ma retraite, je ne la voyais pas vraiment comme ça. J'avais tout sauf envie d'être en poids, j'avais tout sauf envie... je pensais que j'allais pouvoir enfin profiter de la vie et vivre dignement du produit de mon travail. Elle se dit, c'est pas tout à fait ça. La suite, on va l'inventer ensemble parce qu'on va lui trouver des solutions forcément à Marcel. Sinon, ça va pas le faire. Il y en a forcément. Mais voilà, c'est cette notion aussi un petit peu de comment, à un moment donné, encore une fois, un accident de la vie, une perte d'autonomie peut aussi venir aggraver des situations et la question aussi des services, de leur répartition sur les territoires et de leur accès, et notamment de tout ce qui est services sociaux et médico-sociaux. Je vous laisse la parole. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous avez dit qui me paraissent importants. D'abord, la question des aides à domicile et de la possibilité de disposer d'un service qui soit à proximité, qui permette de garantir la présence régulière en fonction des besoins, y compris de la dépendance progressive de Marcel, en l'occurrence. Il se trouve que je siège au Haut Conseil du travail social et que nous avons travaillé avec 3500 travailleurs sociaux, travailleurs du soin, aide à domicile, etc.,
pour essayer de voir comment il était possible d'améliorer l'attractivité de ces métiers. Parce que ce que vous évoquez, effectivement, c'est que d'abord, il y a la question de la répartition géographique, mais il y a aussi la possibilité d'avoir toujours des personnes qui aient envie d'accompagner d'autres personnes. Et pour cela, il faut que les métiers soient plus attractifs, sinon on perd progressivement tout le vivier de celles et ceux qui aujourd'hui s'engagent, parce que c'est un vrai engagement qui dépasse simplement une question professionnelle et de salaire, mais c'est un engagement personnel pour aider des personnes âgées, handicapées, etc. Dans les réponses qui sont remontées, dans tout le travail qui a été fait, il y a évidemment la question de la rémunération, ça c'est un sujet, mais pas seulement. Il y a la question des conditions de travail, et notamment avec les temps de plus en plus fractionnés, de plus en plus rapides. Donc la question de la pression qui est mise à ces personnels. Et puis il y a aussi la question des déplacements, parce que se déplacer, quand on est notamment en secteur rural, d'une personne à l'autre, avec son véhicule personnel, c'est compliqué. Ce qui fait que ce que nous avons engagé, nous, au niveau du département, c'est, avec un partenariat avec une marque automobile, faire en sorte de fournir, pour des leasings à bas prix, à des personnes, à des aides à domicile, des auxiliaires de vie, des véhicules qui sont à la fois professionnels et personnels. Donc ça veut dire qu'elle ne pourrait pas se payer ces véhicules normalement, mais le fait de négocier sur un volume un peu important baisse radicalement le leasing. Et donc nous remettons, moi j'ai remis plusieurs fois des clés à des auxiliaires de vie qui récupèrent un véhicule. Moi j'ai eu des témoignages extrêmement émouvants de femmes me disant, parce que c'est des femmes en général là aussi, me disant je n'y arrivais plus avec ma voiture, je n'ai pas les moyens d'entretenir ma voiture. Il y a même certains jours où je n'ai pas pu aller au travail parce que mon véhicule était en panne. Et la phrase était « Vous changez ma vie aujourd'hui en me permettant de pouvoir exercer ma profession correctement et pouvoir vivre correctement dans mon travail. » Donc, il y a les conditions de travail, la rémunération, puis il y a aussi les parcours professionnels. Parce que aider des personnes... Quand on prend de l'âge soi-même, ça devient de plus en plus compliqué, parfois de plus en plus fatigant. Et donc, si on ne peut pas permettre d'avoir des parcours professionnels qui permettent de changer de métier à un certain moment, en ayant aussi la reconnaissance de compétences nouvelles qui ont été acquises, eh bien forcément, on a des gens qui sont de plus en plus fatigués au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge. Deuxième point, j'essaie de faire vite, mais sur l'habitat. Alors, j'ai bien entendu que la solution résidence senior n'était pas géniale, ça ne m'étonne pas. Je vous cite juste un petit exemple quand même, parce que je ne peux pas ne pas le dire aujourd'hui. Vous avez quand même des entreprises à but lucratif dans ce département qui ont, dans 4 communes de ce département, séduit des maires en leur disant « On vient vous apporter une résidence senior, vous allez voir, ça va être absolument génial ». Ils ont construit les bâtiments de la résidence senior, et ensuite ils se sont tournés vers le département pour avoir l'agrément. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas avoir l'agrément parce que, par définition, la liberté doit être laissée à la personne de se faire appel au service d'aide à domicile qu'elle souhaite. Et bien là, ils intégraient le service d'aide à domicile dans l'établissement, et donc, évidemment, ils facturaient plein pot pour essayer de récupérer un maximum. Donc on s'est retrouvé avec 4 bâtiments construits, sans agrément, et donc avec une forme de chantage derrière, puisque les maires sont venus me trouver en me disant « Mais enfin, on ne peut pas laisser ces bâtiments vides, il faut bien maintenant, il faut bien qu'ils soient remplis. La population ne comprend pas pourquoi tu ne donnes pas l'agrément. » Je dis « Mais on ne le donne pas parce que c'est pas légal, quoi. Ils ne fonctionnent pas correctement. » Donc il a fallu mettre la pression à la boîte pour faire en sorte qu'elle accepte de trouver un autre modèle pour garantir qu'elle puisse obtenir l'agrément. Mais c'est vous dire à quel point ces sociétés à but lucratif peuvent désormais essayer, y compris de séduire les élus locaux. Donc il existe des solutions, résidence autonomie c'est vrai, mais il existe aussi, vous en avez un certain nombre d'exemples en bas, habitat inclusif, habitat partagé. Des personnes, alors allez à l'Aréole par exemple, mais vous avez Noyant, il y a une inauguration la semaine prochaine d'un habitat partagé porté par Habitat des Possibles, où ce sont les personnes qui ont conçu elles-mêmes, il y a l'Estiac-sur-Garonne aussi, qui ont conçu elles-mêmes ce qu'elles voulaient comme organisation de vie, avec une partie collective, mais aussi un chez-soi où on reste en intimité si on le souhaite. Mais ce sont ces personnes-là qui ont imaginé la manière dont elles voulaient vivre. Alors évidemment, après, il faut trouver les financements qui vont bien. On en parlait en bas. On a un projet qui a du mal à être financé.
Mais c'est pas mal. Et donc voilà, je veux dire qu'il y a des solutions là pour le coup, et de plus en plus portées et voulues par les nouvelles générations de vieilles et de vieux, parce que moi je commence à faire partie des vieux, pour être clair, puisque j'ai dépassé l'âge de 60 ans, donc forcément je suis déjà largement dans les vieux. Et à ce titre, nous sommes certainement de plus en plus dans ces nouvelles générations qui arrivent à dire on aimerait aussi faire nos choix nous-mêmes et qu'on ne nous impose pas ce que nous allons vivre. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de possibilités qui sont désormais offertes dans ce cadre-là, en tout cas à partir du moment où on se saisit collectivement de notre destin. Oui, merci beaucoup, parce que, en fait, cette question de choix, elle suppose que l'on anticipe un minimum sa situation future quand ça va encore. Je dis ça parce que moi, je constate qu'encore une fois, c'est très souvent quand on est complètement coincé, on l'a évoqué avec Marcel, et là, la chute, c'est une crise. Voilà, qu'effectivement, on va, dans des conditions qui ne sont pas très favorables, essayer de trouver une solution, et ça devient complexe. Et c'est là qu'on n'a pas de disponibilité de service, c'est là qu'on part dans des choses compliquées sur le plan administratif. Donc nous, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est une entreprise non lucrative, gouvernée par les partenaires sociaux, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la philosophie de cette maison, nous essayons d'anticiper avec les personnes les situations futures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quand on est encore en activité, ça peut paraître bizarre, mais quand on est encore en activité, loin de ces moments-là qu'il faut commencer à penser la suite. J'habite où ? Il est comment mon logement ? Alors quand je suis en pleine forme, je cours vite, c'est pas un sujet. Mais ne pas anticiper que demain, ce logement auquel je tiens, parce que j'y ai vécu des jours heureux, ou pas d'ailleurs, mais parce que j'y tiens, il va être très mal foutu pour pouvoir y fonctionner si je suis moins agile. Quels sont mes revenus demain ? Quels sont mes revenus demain ? Et que se passe-t-il si j'ai un accident de parcours ? C'est là que la prévoyance, qui est un peu un grand mot, mais qui est une noble institution de la protection sociale, mérite d'être posée. Vous voyez, nous, on a mis en place un système qu'on appelle haut degré de solidarité. Ça veut dire que, par exemple, quand ton aide à domicile, parce qu'elle n'a pas la chance de travailler dans un département qui a pensé au véhicule, est en panne, nous pouvons tout de suite, dans les 3 jours, déclencher une aide pour que le véhicule soit réparé, pour qu'il puisse y avoir un véhicule de remplacement. Ça aussi, c'est de l'anticipation. Et sur les aides à domicile, ce sont des personnes clés dans le système. Ce sont elles qui sont au plus près, au contact de la situation des personnes. Or, dans la hiérarchie, si on peut dire ça comme ça, ce sont les dernières, les moins bien rémunérées, souvent les moins reconnues. Si on donnait plus d'importance à ces acteurs de l'hyper-proximité, on arriverait à réorganiser le système pour qu'effectivement il fonctionne mieux. Et c'est sur ce fondement-là qu'il faut penser la revalorisation. Alors je sais bien que ça emporte des questions de financement, et je sais bien que les collectivités territoriales et les collectivités locales ne sont pas toujours à la fête. Mais c'est sur cette vision des choses, de redonner à ces personnels qui sont des personnes clés et qui ont un rôle majeur pour l'accompagnement de la fragilité, la reconnaissance qu'on leur doit à travers le salaire, mais aussi leur organisation du travail. Je veux simplement ajouter que ces femmes dont on parlait tout à l'heure, il leur arrive même d'être aidantes de leurs proches. Alors elles sont sur des métiers d'aide, et en plus, à la maison, elles ont leurs parents âgés auxquels il faut venir en aide. Là encore, par l'anticipation et par ce système de protection sociale qu'on essaie de construire à quelques-uns, l'idée, c'est de leur apporter des solutions pour qu'elles puissent continuer de travailler, parce que c'est important, parce que c'est leur retraite demain, et c'est aussi leur liberté de choix, et malgré tout concilier leur temps de vie, vie professionnelle et vie privée. C'est une inversion du modèle. Je crois qu'il faut qu'on en ait conscience tous ensemble, et vous le portez à travers ce mouvement associatif où les personnes elles-mêmes disent leurs aspirations. Mais c'est une inversion du modèle qu'il faut qu'on réussisse à produire. C'est pour ça que ce que vous faites, c'est important. Moi, je vais vous dire, la solution pour Marcel n'était pas si compliquée que ça. Elle était propriétaire de sa maison. Elle avait une voiture.
elle demandait un partage avec une participation au loyer. Elle avait une grande maison. Donc elle aurait pu avoir des colocataires avec elle. Et elle demandait qu'il y en ait au moins un qui ait le permis de conduire, puisqu'elle avait la voiture, pour pouvoir les amener là où elle voulait. Elle aurait pu vendre sa maison en viager, et occuper la maison et qu'on continue à s'occuper d'elle, ou vendre la maison carrément, et elle aurait eu les moyens de se payer une résidence senior. Voilà pour moi. Bon. Sur la question du travail social, je voulais rebondir sur un point, ça a été très bien dit, je partage complètement ce qui a été dit juste avant. Je voulais juste aborder un autre sujet qui a été posé dans la question, qui était la question au final du sens, avec la charge administrative qui peut peser aujourd'hui sur le travail social ou médico-social, et comment on peut aussi se remettre au centre. Après, je pense qu'il faut arriver à l'aborder sans dogmatisme, parce qu'on a tendance un peu à taper facilement, je pense, sur... dire on nous demande des données, etc. Ça fait sens aussi d'avoir des données, de comprendre notre environnement et pour pouvoir construire des politiques publiques demain qui aient du sens. La question, c'est la méthode. Alors, je ne sais pas si c'est franco-français, mais il y a un peu une méthode descendante de la construction de la donnée, pour peu qu'elle émane d'un ministère avec tous les chemins détournés que ça prend. Et ça m'est déjà arrivé... sur des données, on nous dit on a envie de savoir aujourd'hui combien de personnes sont sortantes de logements accompagnés sans solution. Il nous faut la réponse pour dans 2 semaines. Autant vous dire, nous, je gère une association de 125 salariés, on est sur 13 sites, on accompagne sur cette thématique-là 2000 personnes par an, c'est branle-bas de combat quand même. Et donc, ça, en gros, limite, il faut dire aux collègues, vous arrêtez de travailler pendant 1 semaine, on va sortir les bâtons, parce que si la donnée, on ne l'a pas anticipée, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, si vous avez anticipé les choses, qu'on sait à l'avance ce qu'on veut regarder, eh bien, c'est pas pareil. Je veux dire, il faut pas tomber, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans un dogmatisme, il faut essayer de comprendre notre environnement. Il ne faut pas tomber dans un truc où on se dit, on est dans le faire, et parce qu'on est dans le faire, on sait faire. Et, quoi, c'est un peu facile aussi comme discours. Des fois, on a un peu ce défaut-là aussi, de fonctionner comme ça. Mais c'est comment on anticipe, comment on construit tout simplement l'observatoire avec les acteurs qui portent les actions, et puis les personnes concernées aussi d'ailleurs, parce qu'elles ont aussi des choses à dire sur leur environnement. Et ça, je pense que ça permettrait d'enlever une charge. Et là, peut-être, je vais dire un gros mot, dans notre secteur, c'est un vrai sujet. Mais je me dis, bon, l'intelligence artificielle, ça fait peur sur plein de choses. Mais je me dis, peut-être aussi, ça sera une opportunité de remettre du lien dans nos métiers, puisque le cœur de nos métiers, c'est d'être en lien, c'est d'être en face des gens, pas d'être en train de faire des retranscriptions derrière un ordinateur, etc. Et maintenant, c'est devenu une part du métier. Donc peut-être qu'on a des solutions techniques demain pour retourner en face à face avec les personnes. Voilà. Ça, c'est peut-être c'est un sujet à travailler. Je sais qu'il y a des auteurs qui travaillent là-dessus. Il y a dans la sociologie et dans le travail social. Donc j'espère que ça, c'est des choses, des perspectives qui pourront remettre le lien au cœur de nos métiers. Et après, sur le parcours, ce qui me semble essentiel et ce qu'on voit, c'est dans ces éléments de crise, comme vous le décriviez tout à l'heure, c'est comment les transitions, elles se passent. Et je pense que il faut voir les offres qui sont faites sur les territoires, sociales, médico-sociales. Moi, personnellement, je les vois comme des organismes vivants. C'est des respirations. C'est-à-dire que comment, à un moment donné, on a tous un cœur de métier, des missions. En plus, il y a des décrets, il y a des textes, il y a un code de l'action sociale et des familles, un code de la santé publique qui définit bien tout carré. Hein. Mais justement, le sujet, c'est comment, à un moment donné, on sait se dépasser de ces cadres, de ces objets, pour aller à la rencontre de notre partenaire, pour qu'il y ait des passages qui se fassent, parce qu'en effet, l'entrée en EHPAD, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc comment, avec une structure qui accueille aujourd'hui dans le logement, et on voit survenir la dépendance, on sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comment avec d'autres acteurs, on va réussir à faire quelque chose de transitoire, de tous se dépasser collectivement, pour proposer une solution digne, qui permet d'aller vers une solution pérenne, et ça, c'est un enjeu majeur. Alors la difficulté, c'est que les situations, elles augmentent, et que qu'est-ce qui se passe quand les situations augmentent, on est tous sous tension, c'est que la respiration, elle est moins ample. Et donc on se recentre tous un peu plus sur nos cœurs de métier. Et ça crée, comme on fonctionne en silo, ça crée des interstices entre les silos. Et donc comment on recrée de la respiration entre les services, du fonctionnement, pour qu'il y ait du lien et permettre ces transitions.
Parce que croire qu'on va avoir des parcours fluides et les gens, le jour où ils ont un besoin, on va y répondre du jour au lendemain, c'est pas possible. Dans la vie, vous avez un besoin, vous avez faim, si vous n'avez pas fait les courses, eh ben, il faut aller en course, faire ses courses, revenir à la maison, cuisiner, et là, vous pouvez manger. Eh ben, c'est un peu la même chose dans un parcours de vie. Il faut le construire. Donc, si on n'a pas anticipé, eh ben, il faut pouvoir travailler ces transitions et les construire. Donc, c'est comment on redonne de la respiration. Alors là, il y a des espaces de dialogue, il y a des choses qui se passent quand même entre les acteurs. On essaye de se coordonner. Mais après, la difficulté majeure quand même aujourd'hui qu'on rencontre, c'est la tension sur les dispositifs, l'augmentation des situations et qui peut un peu scléroser le dispositif. Et là, j'ai un peu moins de solutions. Merci. Il nous reste un peu plus de 10 minutes encore à passer ensemble. Je vous propose de vous laisser la parole si vous avez des remarques, des questions. Oui, madame. Et madame. Et un micro. Alors, est-ce que vous vous sentez peut-être de parler assez fort pour que tout le monde vous entende, si vous vous levez, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a levé la main? Je finissais juste ma crêpe. Attention, j'ai mis du chocolat. Merci. Bonjour, on est dans un 21e siècle qui nous impose aujourd'hui des défis comme on n'a jamais vu, je crois, démographiques, environnementaux, géopolitiques absolument terrifiants. Dans toutes ces politiques de solidarité dont on a besoin, dont on doit être fier, mais dont on a aussi besoin de garantir qu'elles soient soutenables, quels sont les mots-clés qui vous viendraient à l'esprit dans les actions à mener? Waouh. Alors, qui se risque? Forcément les femmes, sont les plus courageuses. Non. Alors c'est un peu en lien avec ce que Quentin vient de... C'est Quentin, votre prénom, vient de dire. Moi, ça va vous paraître un peu décalé, mais tant pis, j'assume. Hein. C'est écosystème. C'est l'idée qu'au fond, la personne... c'est un peu comme dans l'écologie. Quand on se comporte comme des sagouins dans un milieu naturel, on fait n'importe quoi, on déséquilibre tout, et après on se dit mince, le milieu dépérit, ou bien une espèce disparaît. J'arrête là la comparaison. Sur la question sociale et sur la question du prendre soin, on a besoin de penser les choses comme dans un écosystème. La personne, elle vit quelque part, en milieu rural, en ville. Elle a une famille où elle a personne. Elle a un voisin où elle a personne. Elle est isolée. Partir, si vous voulez, de cette logique d'un écosystème fragile pour se demander comment il faut identifier toutes les ressources, comment il faut que ces ressources se parlent, comment il faut que la personne au centre de cet écosystème exprime ce qu'elle entend obtenir comme réponse. Et si jamais elle ne peut pas parler, si jamais elle a un handicap intellectuel, si jamais elle a fait un AVC et qu'elle est aphasique, il faut trouver des moyens de remédiation pour faire en sorte que même dans cette condition-là, par des signaux faibles, on soit capable de comprendre si c'est bien ça qu'elle veut. Et vous voyez, l'image qui me vient, c'est cette image d'écosystème. Or, notre système de protection sociale n'est pas construit comme ça. Il a des qualités, on ne va pas tout jeter. Hein, il produit un certain nombre d'effets positifs. Mais face à la complexité de la précarité, à la complexité du vieillissement de la population française, ce système, s'il continue d'être pensé de manière descendante et en silo, comme on le disait tout à l'heure, il ne peut pas produire des réponses face à la complexité. Et pour ça, il faut à côté avoir d'autres logiques, et c'est cette approche en écosystème, hein, c'est une comparaison que je prends, qui est le mot qui me vient à l'esprit en écoutant ce qu'on est en train de se raconter là. Qui le veut? Merci. Je vais prendre une autre intervention. Merci. Bonjour. Je voudrais témoigner de mon expérience. Je suis syndicaliste, je suis militante syndicale à la CGT, dans le syndicat des retraités. Parce que pour nous, c'est important qu'il y ait une structure spécifique pour les retraités.
parce que les retraités, on va les retrouver dans ce qui est défendu dans les rues, le 10, le 18, on les verra le 2 octobre aussi, mais ils ont leurs revendications spécifiques et c'est très important à la fois de permettre qu'il y ait une structure où ils se retrouvent, où ils ne sont pas perdus, où il y a la fraternité qui se joue. Et alors, ce qui s'y fait, on rencontre les élus, on fait des enquêtes sur les problèmes de santé, sur les problèmes d'accès aux soins, sur le problème de déplacements, des déplacements gratuits que l'on revendique, etc. Et je rejoindrai la question qui a été posée précédemment. On revendique aussi qu'il y ait un autre avenir et des choix qui soient faits, des choix au plus haut niveau du pays qui soient faits pour une meilleure vie collective et fraternelle. Excusez-moi, madame. Vous vous déplacez à Bayonne ? Il y a des syndiqués à Bayonne, oui. Non, des syndicats de retraités. Bien sûr, tout à fait. Parce que moi, je vais vous amener des retraités qui sont dans la rue, qui couchent dans la rue. Hein. Ils couchent dans la rue, ils ne savent pas où aller. Et ils ont la retraite, n'en parlons pas, hein. C'est le minimum vieillesse, voire moins. Vous voyez ? Oui. Alors, donnez-moi. Oui, on la rencontre, oui. Dites-moi où ils doivent aller, je vais vous les amener. Rendez-vous pris alors. Il y a des rapprochements qui se font. On est sur une rencontre. J'ai un monsieur là-bas, voilà, qui s'est levé. Merci. Plusieurs fois a été abordé, il faut anticiper. Le problème le plus important, c'est les moyens financiers nécessaires à la réalisation de tous les services nécessaires. Et pour ça, il faut avoir le courage de dire que rien n'est gratuit et qu'il faut un effort de justice sociale et de justice fiscale et que c'est le problème numéro 1 qui n'est pas souvent évoqué parce qu'on dit toujours c'est aux autres de payer. Non, c'est à l'ensemble de la population en fonction de ses moyens sur une justice fiscale pour arriver. Merci. Une réaction ? Non, on approuve. Allez, on va prendre peut-être le temps d'une dernière réaction. J'avais un monsieur qui avait levé la main depuis un petit moment là. Un monsieur et une dame, là c'est pas moi qui décide, c'est toi qui décides. Il y avait le monsieur et la dame. Il y avait quelqu'un d'autre là-bas aussi ? On en fait 2, mais je compte jusqu'à 15. 15 secondes chacun. Oui, Top ok, 1. top. Bonjour. On n'a pas beaucoup parlé en fait de l'accès aux soins, parce que la mutuelle, ça coûte hyperement cher quand on vieillit. Ça peut aller jusqu'à 150 € par mois des fois. Je sais que les collectivités, les communes mettent en place des dispositifs qui ne sont pas forcément connus parfois, des mutuelles intercommunales et communales. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Alors la question est intéressante puisque effectivement il existe quelques exemples de ce qu'on appelle les mutuelles communales qui sont plutôt la mise en concurrence, enfin en tout cas la proposition de plusieurs organismes mutualistes qui peuvent vous proposer des offres et après vous faites votre choix. En Gironde, on a fait autre chose. Pendant 1 an, on a travaillé à une possibilité de partenariat avec un organisme mutualiste qui propose une mutuelle aux Girondines et Girondins, tout le monde confondu. L'intérêt, c'est qu'on travaille sur le volume de personnes qui pourraient souscrire la couverture mutuelle et qui permet d'avoir des prix qui sont plus intéressants encore que les offres habituelles pour des garanties qui sont des garanties de qualité. Je n'ai pas à faire la promo de la mutuelle, mais je vous le dis parce que c'est un partenariat avec le département. La mutuelle s'appelle Mutami et elle a déjà organisé des réunions sur le territoire départemental pour informer. Je pense que sur le site du département, vous devez avoir les infos, sur le site Mutami également. Mais en tout cas, il existe une mutuelle pour faire en sorte de réduire les coûts, parce qu'on sait que cette complémentaire-là, lorsqu'on ne l'a pas, eh bien, on se prive d'un certain nombre de soins. Vous avez raison, c'est la question, là aussi, d'un accès au droit universel, qui est le droit à la santé. Et la dernière intervention en 15 secondes ?
4 secondes, je vais essayer. Juste un témoignage. Moi, j'ai mes parents qui ont 94 et 95 ans, qui sont encore à domicile. Comme ça. Et j'ai eu la chance de trouver des auxiliaires de vie qui fonctionnent comme un cabinet infirmier. Donc une semaine, 7 jours sur 7, y compris samedi, dimanche. Et moi, je pose la question de la création d'une filière, en fait, parce que ces gens-là sont aussi importants que les aides-soignantes, les infirmiers, infirmières, kinés, ou tout ce qui peut venir sur du soin à domicile. Or, elles sont souvent dans de la précarité, parce que quand elles ont des problèmes physiques, elles ne travaillent pas, elles ne sont pas prises en charge, puisque c'est souvent du CESU. Donc moi, je pose aussi la question de ce courage politique, de reconnaître en fait une prise en charge de ces gens-là. Je rejoins la justice sociale et fiscale, mais c'est d'abord une prise en charge, parce que ça veut dire que c'est la création aussi de vrais métiers qui sont reconnus pour ça, y compris sur le temps de déplacement. On a été capable de le faire pour les maisons de retraite, on a été capable de le faire pour le secteur hospitalier public et privé. Pourquoi on ne le fait pas en fait sur une population vieillissante? Merci. Une réponse en 3 secondes? 3 secondes, ça va être assez facile. Adressez-vous, et je ne veux pas décharger, mais c'est, pour le coup, je peux assumer un certain nombre de responsabilités, mais pas celle-ci. Là, on est sur une question nationale, où il faut qu'il y ait effectivement une reconnaissance pure et dure. C'est aussi ce qui est remonté du Haut Conseil du travail social, avec précisément des auxiliaires de vie, des aides à domicile qui ont été questionnés. Et donc, la question convention collective, la question quelle reconnaissance véritablement ont ces travailleuses en particulier, parce que c'est plutôt des travailleuses. Et donc ça, je pense que c'est un chantier, mais juste, je n'ai pas réagi au mot-clé tout à l'heure. Moi j'aurais un mot-clé un peu plus rude que celui de Marianne, c'est lucidité, parce qu'aujourd'hui, le vieillissement de la France est devant nous, et je pense que pour le coup, on a beaucoup parlé d'anticipation, mais à mon avis, au niveau national, rien n'est anticipé. On réclame depuis des années une grande loi autonomie, une grande loi autour des questions de vieillissement. Rien n'arrive, et donc on est au fil de l'eau, et un jour, nous allons avoir de véritables problèmes sur des non-accompagnements, une non-prise en charge d'un certain nombre de personnes que vous représentez peut-être, ou que nous représentons peut-être ici dans la salle. Merci. Alors, merci à toutes et tous. Il me reste 1 minute pour faire la synthèse de tout ce qui vient dit. Donc, c'est un peu mission impossible. Voilà. Merci pour la synthèse. Non, pour parler plus sérieusement, ce que je pourrais dire, c'est que la question de la précarité et du vieillissement, en fait, c'est l'affaire de tous, qu'elle nous concerne ou qu'elle ne nous concerne pas d'ailleurs, parce que c'est aussi le principe de faire société, et qu'effectivement, je vais vous citer ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait l'habitude de me dire « L'important, c'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves, et tu verras que plus tu as de gens autour de toi, et plus tu te relèveras vite si tu acceptes les mains qu'on te tend. » Donc, je pense aussi que, effectivement, l'État a son rôle à jouer dans l'aide aux personnes, et notamment en situation de fragilité. Mais je pense aussi que la solidarité, c'est la responsabilité de tous, de tout un chacun, pour faire société et pour faire en sorte que chacun, à un moment donné, arrive à trouver la réponse qui lui convient en fonction de sa situation. Et je pense qu'effectivement, il y a des choses qui existent, elles sont largement insuffisantes, qu'on a d'énormes progrès à faire, mais je pense que si collectivement on travaille, institutions et citoyens, main dans la main, je pense qu'on ouvrira un champ des possibles qui devrait permettre de vieillir bien mieux. Je vous remercie.